C'est c'est vertigineux quand on y pense. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui nous touche absolument tous. Bonjour Ellie. Et oui, ravi d'être là aussi, surtout pour aborder une question aussi fondamentale au final. Ben oui, parce que si l'on fait le calcul, c'est une statistique universelle qui fait un peu froid dans le dos. On passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. Et pour beaucoup de gens, au moins un autre tiers s'évapore dans un quotidien souvent monotone. Ouais, le travail, les obligations routinières. Exactement. Des choses qui épuisent plus qu'elles ne nourrissent, quoi. Et le constat qui ressort de notre analyse d'aujourd'hui, c'est qu'une immense majorité d'individus traversent l'existence sans jamais vraiment toucher à ce qu'on pourrait appeler une vie riche et d'impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on décortique les grands principes intemporels de développement personnel de Dale Carnegie. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les mécanismes mentaux qui séparent une vie un peu terne d'une existence pleinement vécue. Tout à fait. C'est une vraie mine d'or pour quiconque cherche à donner un nouvel élan à un projet ou juste retrouver la motivation le lundi matin, tu vois. Mais du coup, par quoi on commence ? Parce que la problématique centrale de cette philosophie, elle repose sur un principe qui a l'air un peu contre-intuitif. C'est l'idée que la différence entre le succès et la stagnation, elle ne réside quasiment jamais dans les faits objectifs. C'est-à-dire ? En fait, elle réside dans le prisme à travers lequel on regarde ces faits. Il y a une règle d'or qui est posée d'emblée, c'est une vraie boussole. La vie représente 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont on y réagit. Attends, 90%, c'est énorme! C'est énorme, oui. L'éducation, l'économie, les circonstances de naissance, tout ça, c'est les 10%. C'est la donne de départ. Mais le reste, les 90%, c'est purement l'état d'esprit. Bon, décortiquons un peu tout ça. Si la quasi-totalité de notre vie dépend littéralement de notre réaction, ça veut dire que le levier d'action est géant. Et c'est ça qui est passionnant dans cette approche. Il n'y a pas de magie. Non, zéro magie. Ce sont des stratégies psychologiques hyper concrètes. Et le tout premier pilier d'une vie riche, le fondement même, c'est la confiance en soi. Sans cette conviction profonde de pouvoir affronter l'obstacle, n'importe quelle autre compétence ne sert à rien, quoi. Absolument. Mais le problème, c'est de comprendre comment on la perd, cette fameuse confiance. Ouais, et souvent on la perd à cause de pièges cognitifs, hein. Le manque de confiance ne vient pas forcément d'une vraie incompétence. C'est ça. Les psychologues parlent beaucoup de l'extrémisme cognitif. C'est un biais redoutable. C'est cette tendance radicale à croire qu'une seule petite erreur fait de nous un incompétent total. Ah oui, le classique. Genre, une présentation au travail n'est pas parfaite et bim, la conclusion interne, c'est « je suis nul ». Exactement. Et il y a aussi l'anticipation constante du désastre. C'est cette habitude de toujours guetter la catastrophe. Un patron fait une remarque super neutre. Ou juste un peu fatigué. Voilà. Et soudain, dans notre esprit, la réalité se déforme. On se dit que la promotion est perdue, qu'on va être licencié. On balaye des années de bons retours pour une supposition toxique. C'est fou cette capacité qu'a le cerveau à saboter notre propre perception de la réalité. Mais heureusement, il y a des parades très concrètes. Ça me fait penser à cette histoire fascinante, celle d'Henrietta. L'agente immobilière à Orlando. Ouais, c'est ça, à Orlando, en Floride. Le marché immobilier là-bas, c'est l'archétype des montagnes russes émotionnelles. On bosse des semaines sur un dossier et paf, la vente s'effondre à la dernière seconde pour un prêt refusé. C'est clair que les baisses de morale doivent être violentes. Parfaite. Et là, on lui suggère une idée brillante. Ne pas juste ranger cette lettre dans un tiroir. D'en faire un dossier des réussites. Exact. Elle a pris la lettre et elle a commencé à y ajouter toutes ses victoires. Les ventes sauvées de justesse, les mots de gratitude, un vrai journal tangible de ses accomplissements. Et à chaque fois que la spirale négative commençait, elle ouvrait ce dossier. Ce qui est fascinant sur le plan neurobiologique, c'est que l'être humain a un biais naturel vers la négativité. Pour survivre, depuis la nuit des temps, notre cerveau retient mieux le danger ou l'échec que le compliment. On est programmé pour retenir ce qui fait mal, en gros. C'est tout à fait ça. Donc ce que fait Henrietta, c'est forcer son esprit à déjouer ce biais archaïque. En se concentrant sur des preuves matérielles, elle devient son propre coach mental. Au lieu de débattre avec la petite voix critique dans sa tête, ce qui marche jamais, Voilà, elle sort des faits indiscutables. C'est une valeur pratique immense pour ceux qui nous écoutent. Créer son propre journal des réussites, c'est se forger un bouclier pour les jours de doute. C'est irréfutable. et une fois qu'on a sécurisé cette base, qu'on a fait taire cette voix destructrice, on peut passer à la vitesse supérieure. Le deuxième grand thème, c'est le véritable carburant du succès, l'enthousiasme.
Un moteur surpuissant. J'ai été fascinée par l'étymologie du mot d'ailleurs. Ça vient du grec ancien, antheos. Ça signifie avoir le divin en soi. C'est très fort comme image. Vraiment, ça montre que l'enthousiasme, c'est pas faire de grands gestes ou crier sur les toits. C'est une ferveur intérieure, une flamme très ancrée. On dit même que ça bat souvent le quotient intellectuel. Et c'est une observation récurrente, hein. À niveau technique égal, l'individu porté par un enthousiasme profond surpassera presque toujours celui qui a un QI supérieur mais qui manque de cette étincelle. Parce que l'intelligence pure sans moteur émotionnel, ça reste statique. Exactement, l'enthousiasme c'est un catalyseur. Il réveille l'énergie et surtout il est profondément contagieux. Ça change la dynamique de tout un groupe. Contagieux, le mot est faible quand on repense à Vince Lombardi. C'est l'exemple qui m'a le plus marqué. C'est ce légendaire entraîneur de football américain. Avec les Packers de Green Bay. Oui, au moment où il prend l'équipe, ils sortent d'une saison totalement désastreuse. Les joueurs sont au fond du trou. Et lors de la première rencontre dans le vestiaire, Lombardi se plante devant ces montagnes de muscles abattus. Il les observe en silence. Pour bien laisser monter la tension. Tout à fait. Puis, il prend la parole avec une intensité folle. Il leur parle pas de tactiques compliquées. Il leur dit qu'ils vont réapprendre les bases. Courir, bloquer, tacler. Mais surtout, il exige un enthousiasme mental absolu. Une ferveur aveugle. Voilà, il leur demande de dédier leur esprit à 3 choses uniquement. Leur famille, leur religion et les Packers. Rien d'autre. Résultat, cette équipe de perdants chroniques se transforme en une dynastie de champions invincibles en quelques saisons. Si on relie ça à une perspective plus large, ça révèle la fonction cachée de l'enthousiasme. Ça ne sert pas juste à motiver les troupes, ça fournit le courage fondamental pour prendre des risques. Oui, parce que quand on doute, on se protège. On joue la sécurité. C'est là qu'intervient la fameuse métaphore de la tortue. La tortue, c'est un miracle d'évolution, défensive, une forteresse. Tant qu'elle reste dans sa carapace, elle est intouchable. Mais elle ne peut pas bouger d'un millimètre. Exactement. Si elle veut avancer, ou même juste manger, elle est obligée de sortir son cou, de devenir vulnérable. Sans cette acceptation du risque, aucun mouvement n'est possible. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette idée de sortir de sa carapace, ça nous amène au concept le plus dur à avaler. L'échec. Ah, le grand tabou. Si on prend des risques grâce à l'enthousiasme, on va inévitablement se planter à un moment. Or, cette philosophie nous pousse à recadrer totalement notre vision de l'erreur. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'en est la matière première. Absolument. Prenons Babe Ruth dans le monde du baseball. Tout le monde célèbre ses 714 home runs. C'est magistral. Mais ce qu'on oublie, c'est la statistique cachée derrière. Pour réussir ça, il a raté la balle plus de 1300 fois. 1300 retraits au marbre, c'est énorme. Imagine la scène. Le stade est plein, la tension est à son comble et il frappe dans le vide. C'est une humiliation publique répétée des centaines de fois. Mais sans l'acceptation de ces échecs, la légende n'existerait pas. C'est la quintessence de la résilience. Mais l'autre exemple qu'on a étudié, chez IBM, ça apporte une nuance cruciale sur la façon dont l'échec doit être géré par les autres, par le management. Ah oui, l'histoire avec Thomas Watson, hein. Vas-y, raconte-la. Alors, on est chez IBM et un jeune cadre prend une décision risquée qui se solde par un désastre financier total. Il fait perdre 100 000 $ à l'entreprise. À l'époque, c'est une somme astronomique. Une fortune. Il est convoqué direct dans le bureau du grand patron, le redoutable Thomas Watson. Le cadre arrive, persuadé que sa carrière est morte. Il commence à s'excuser et dit qu'il s'attend à être viré sur le champ. Et là, Watson le stoppe. Il l'arrête net. Et il lui répond en substance qu'il est hors de question de le renvoyer parce que l'entreprise vient littéralement de dépenser 100 000 $ pour le former. Quelle réplique! C'est un changement de paradigme total. Complètement. Bien sûr, on ne valorise pas l'incompétence ni le manque de préparation. Mais une fois que l'erreur est commise, malgré les efforts, il faut l'accepter comme un investissement éducatif. Si Watson le renvoie, il offre un cadre formé à prix d'or à la concurrence. C'est ça. En le gardant, il s'assure que ce cadre prendra des décisions futures basées sur une expérience inestimable. Mais pour que ces leçons servent à quelque chose, pour se relever après un échec, il faut une direction. C'est là qu'entre en jeu l'importance de se fixer des objectifs clairs. Tu penses à Shonda Rhimes? Oui, la créatrice de série. L'anecdote est super touchante. Bien avant de savoir écrire, petite fille, elle savait déjà qu'elle voulait raconter des histoires. Elle s'enregistrait sur un vieux magnétophone. Voilà. Son désir était identifié très tôt. Et c'est ce qui lui a permis de canaliser son énergie malgré les murs de Hollywood. C'est l'image du navire. Un bateau avec les meilleurs moteurs du monde. L'enthousiasme et la confiance. Oui, eh bien ce bateau ne trouvera jamais son port s'il n'a pas de gouvernail. Il naviguera en rond ou finira par s'échouer.
Avoir un gouvernail, c'est formuler ses objectifs. Les écrire même. C'est pas juste un petit exercice de style, de développement personnel. C'est un acte d'engagement psychologique. Rendre ses objectifs mesurables avec des délais, ça force le cerveau à quitter le rêve flou pour entrer dans la stratégie. C'est diviser une montagne en petites marches. Et sur ce chemin, on n'évolue jamais seul. Ce qui nous amène à une notion qui m'a un peu surprise au début. Le soin de son image et l'interaction avec les autres. Ça paraît futile comme ça, mais c'est fondamental. On sait que les 10 premières secondes d'une interaction définissent souvent toute la relation. Il y a cette histoire tellement banale, mais tellement révélatrice, celle de Jennifer avec son lave-linge. Ah, le cauchemar du service client. Totalement. Jennifer achète une machine neuve, 1 mois plus tard, elle tombe en panne. Elle appelle le service client, se tape les menus automatiques, la musique d'attente insupportable, et quand un humain décroche enfin, c'est avec une voix mécanique, morte. Zéro empathie. Zéro. Jennifer commence à expliquer son problème, espérant un peu de compréhension, et l'opérateur l'interrompt sèchement pour lui dire qu'elle s'est trompée de service et qu'il la transfère. Sans une excuse. Cette simple anecdote, elle cristallise comment le manque d'empathie détruit instantanément la confiance. L'entreprise vient d'annuler tout son budget marketing avec une seule interaction. Mais au niveau individuel, la leçon, c'est que l'attention portée à l'autre, l'écoute active, ce n'est pas juste de la politesse, c'est la base du lien. Attention cependant au piège de l'hypocrisie. Cette bienveillance extérieure, elle ne peut rayonner que si elle s'appuie sur une structure intérieure saine. On ne peut pas feindre un sourire si on est intérieurement rongé par le cynisme. Et justement, comment on fait pour ne pas se laisser ronger au quotidien ? C'est le défi ultime. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'harmonie intérieure. Maintenir le cap demande un entretien mental quotidien. Comme Andrew Groove chez Intel, qui célébrait les petites victoires de ses équipes pour injecter du positif. Mais la méthode qui m'a bluffé, c'est celle de Frank Tinguet, à Chicago. Le directeur marketing avec son scanner mental. C'est ça, une règle de vie d'une intransigeance absolue. Tous les matins, devant la porte de son bureau, il faisait un check-up émotionnel. Si son esprit était encombré de colère à cause des bouchons ou de jalousie, il refusait de tourner la poignée. Il faisait carrément demi-tour. Il allait marcher ou retourner dans sa voiture jusqu'à ce que son équilibre revienne. Il préférait perdre 30 minutes de travail plutôt que de contaminer sa journée et celle de son équipe avec des toxines mentales. Ce que ça signifie au fond, c'est que l'environnement mental doit être protégé comme un sanctuaire. C'est peut-être la conclusion la plus percutante. L'anxiété, la rancune, ce sont des acides qui corrodent nos capacités. C'est neurobiologiquement incompatible avec la créativité ou la résolution de problèmes. C'est pour ça que ce nettoyage mental est vital. Il faut délibérément remplacer la pensée de l'échec par une analyse constructive. Finalement, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, la définition d'une vie riche prend une dimension très différente de ce qu'on nous vend d'habitude. Pour synthétiser, la richesse d'une vie s'évalue à la qualité de notre résilience. C'est notre capacité à forger notre confiance, à refuser de se laisser définir par un échec isolé. C'est l'intelligence de transformer nos erreurs en formation continue. C'est refuser la paresse intellectuelle pour cultiver cet enthousiasme tous les jours. C'est un entraînement exigeant, mais tellement gratifiant. Complètement. Mais tu sais, après avoir digéré tout ça, il y a une dernière réflexion qui me vient. Une idée qui pousse le concept encore un peu plus loin. On a beaucoup parlé de générer sa propre richesse intérieure. Oui, de se muscler de l'intérieur. Voilà. Mais que se passerait-il si le mécanisme ultime pour multiplier cette richesse intime, c'était en fait de s'en dessaisir en partie ? C'est intéressant. Tu parles de la notion de transmission. Exactement. Et si la méthode la plus efficace pour recharger ses propres batteries d'enthousiasme, quand on sent que la flamme vacille, ce n'était pas de se regarder le nombril, mais de chercher délibérément à rallumer l'étincelle chez quelqu'un d'autre. Ah, en devenant le soutien d'un collègue qui doute, par exemple. C'est ça. Transmettre cette confiance à un proche, ça crée un phénomène de résonance qui dépasse l'individu. C'est la meilleure façon de raviver sa propre lumière. C'est une pensée vraiment fascinante pour clôturer. On va laisser cette idée en suspens, comme un beau point de départ, pour prolonger la réflexion de chacun. Merci à tous d'avoir plongé avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle exploration.